Bienvenue au webinaire Traitement de la migraine. Je vais vous présenter aujourd'hui les recommandations de la Société française d'études des migraines et des céphalées. Ces recommandations datent de fin 2021, mais bien sûr sont toujours d'actualité en 2022. Donc, je m'appelle Cilia Meyer et je travaille comme médecin au Centre de la douleur de l'hôpital Saint-Antoine. On va d'abord aborder un peu la migraine de manière générale, c'est-à-dire déjà voir comment on peut poser le diagnostic de migraine pour ensuite parler du traitement, parce que bien évidemment, il y a plusieurs formes de migraine et en fonction de type de migraine, ce n'est pas forcément le même traitement qu'on va proposer. Tout d'abord, il faut savoir que la migraine, c'est une des affections neurologiques, une des maladies neurologiques les plus fréquentes. Elle touche environ en France une personne sur 5, avec un pic de prévalence entre 35 et 39 ans, c'est-à-dire elle touche une population très jeune qui est professionnellement active et qui, donc, du coup, peut être en arrêt de travail facilement lié à une crise migraineuse. Et c'est la raison pour laquelle l'OMS l'a qualifiée à l'échelle sociétale parmi les 20 maladies les plus invalidantes. La migraine touche plus de femmes que d'hommes et aussi plus de caucasiens que d'Africains ou Asiatiques. Donc, il y a un gradient éthique aussi. Alors, comment poser le diagnostic d'une migraine ? Tout d'abord, il faut savoir que la migraine fait partie des céphalées primaires, c'est-à-dire une céphalée où la céphalée est, la maladie, est une maladie à part entière. Il n'y a pas de substratum lésionnel, contrairement aux céphalées secondaires qui sont symptomatiques d'une affection lésionnelle et qui sont donc toujours à éliminer. Quand je vois un patient en consultation céphalée, je dois toujours l'interroger sur le mode d'apparition et profil évolutif de ces céphalées avant de pouvoir poser un diagnostic. Donc, je pose 4 questions à mon patient pour ensuite faire la différence entre 4 situations cliniques qui vont ensuite m'orienter vers le diagnostic d'une céphalée primaire comme la migraine ou peut-être une céphalée secondaire que je dois, comme je dis, éliminer. Donc, je demande au patient depuis quand est-ce qu'il a mal à la tête. Est-ce que ça fait quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années? Est-ce qu'il a déjà eu ce même mal de tête, la même tonalité de mal de tête? Est-ce que la céphalée s'est installée brutalement ou est-ce qu'elle est apparue progressivement sur plusieurs jours, plusieurs semaines? Et est-ce qu'il s'agit d'une céphalée qui présente en continu ou est-ce qu'elle évolue par crise avec des intervalles libres entre les crises? En fonction de ça, donc, je peux faire la différence entre une céphalée paroxystique inaugurale, c'est-à-dire c'est la première fois que le patient a ce type de céphalée. Un exemple est par exemple l'hémorragie méningée, donc c'est une urgence, c'est d'ailleurs une céphalée secondaire qui a éliminé. Une céphalée paroxystique récurrente, ça c'est une céphalée donc, qui évolue par crise avec des intervalles libres entre les crises, et la migraine, en tout cas dans sa forme épisodique, fait partie des céphalées paroxystiques récurrentes. Après, il y a des céphalées récentes d'aggravation progressive, ça, il y a un drapeau rouge, et ça doit nous faire penser à une céphalée secondaire. Un exemple, c'est par exemple la méningite, mais aussi une tumeur cérébrale. Et enfin, il existe des céphalées chroniques quotidiennes. Le patient souffre de céphalées plus de 15 jours par mois. Et souvent, c'est des céphalées primaires qui sont chronicifiées et qui sont donc du coup devenues chroniques, c'est-à-dire plus de 15 jours de céphalées par mois. De migraine sans aura. Il y a la classification internationale des céphalées qui nous fait donner le diagnostic d'une migraine. C'est un diagnostic clinique. Il faut que le patient ait au moins 5 crises répondant aux critères BAD. C'est une céphalée qui dure entre 4 à 72 heures sans traitement. C'est une céphalée qui a au moins 2 des 4 caractéristiques suivantes, c'est-à-dire une céphalée unilatérale, pulsative, d'intensité douloureuse modérée ou sévère, ou aggravée par une activité physique de routine, comme par exemple monter des escaliers. Durant la céphalée, il faut
qu'il y a au moins un des symptômes suivants, des nausées et ou vomissements, ou alors une phonophobie associée à une photophobie. J'insiste sur le fait que pour que le deuxième critère soit valide, il faut une phonophobie et une photophobie. Alors que les nausées, ça doit être soit les nausées, soit les vomissements, soit les deux. Ça avance pas. Voilà. Pour le diagnostic de migraine avec aura, il suffit que le patient a eu 2 crises qui répondent aux critères B et C, avec au moins un symptôme d'aura réversible, qui peut être le plus souvent visuel, mais aussi sensitif ou phasique, beaucoup moins souvent moteur ou affectant le tronc cérébral et rétinien. Et pour les 3 dernières, il faut toujours des examens complémentaires parce qu'il faut exclure une céphalée secondaire, donc on ne va pas rentrer beaucoup dans le détail. Donc, comme je disais, le plus souvent, il s'agit d'une aura visuelle avec des signes, par exemple, positifs, comme des taches, des cercles, des petits points lumineux, ou des signes négatifs comme un flou visuel ou une amputation du champ visuel. Il y a aussi l'aura sensitive qui touche le plus souvent les membres supérieurs ou la bouche, le visage, aussi avec des signes positifs comme des picotements, d'engourdissement, donc d'allure neuropathique, ou négatifs avec un déficit sensitif. Pendant l'aura, il faut qu'il y ait au moins 3 des 6 caractéristiques suivantes. Donc, au moins un symptôme d'aura se développe progressivement sur 5 minutes. 2 ou plusieurs symptômes d'aura surviennent successivement. Chaque symptôme d'aura dure entre 5 et 60 minutes. Au moins un symptôme d'aura est unilatéral. Et au moins un symptôme d'aura est positif. Donc, on a vu, il y a des signes positifs et négatifs. Et dernièrement, l'aura est accompagnée ou suivie dans les 60 minutes d'encéphalée. Ce que je veux souligner avec ce diapo, c'est que pour avoir le diagnostic d'une migraine avec aura, il n'est pas nécessaire d'avoir une céphalée, voire une céphalée migraineuse ou toute autre céphalée, parce que comme il faut au moins 3 des 6 caractéristiques suivantes, vous savez que la céphalée, c'est une option. Donc, on peut avoir une migraine avec aura sans céphalée. Et enfin, je vais vous présenter la définition de la migraine chronique. La migraine chronique, c'est une céphalée qui présente plus de 15 jours par mois, qui a au moins 7 jours par mois les caractéristiques d'une migraine avec ou sans aura. Enfin, oui, au moins 8 jours par, pardon, peut-être, je reprends, je pense que je me suis mal exprimée. Donc, une migraine chronique, c'est une céphalée qui présente plus de 15 jours par mois, avec au moins 8 jours de caractéristiques de migraine avec ou sans aura. Donc, c'est possible aussi que les autres 7 jours, c'est par exemple une céphalée de tension. Donc, ce n'est pas nécessaire que pendant les 15 jours par mois, il y a toujours tous les critères de diagnostic d'une migraine avec ou sans aura sans remplis. Quand est-ce qu'il faut réaliser un examen complémentaire? Comme j'ai déjà dit, le diagnostic d'une migraine est clinique. Il n'y a pas besoin de faire une imagerie cérébrale pour poser le diagnostic ou pour faire la différence entre une céphalée de tension et une migraine. Si la migraine remplit strictement les critères de la classification internationale des céphalées, si j'ai un recul temporel et si l'examen clinique est normal. Bien évidemment, il faut toujours avoir en tête les céphalées secondaires, surtout si mon patient a une céphalée inhabituelle alors qu'il a déjà des antécédents de migraine, donc une nouvelle céphalée qu'il ne connaît pas jusqu'à présent, et aussi si je pose le diagnostic de migraine après 50 ans. Parce que comme je vous dis, la migraine, normalement, elle touche plutôt une population jeune. Le pic de prévalence, on a dit, c'était entre 35 et 39 ans. Et donc, si j'ai un diagnostic tardif, il faut que j'ai en tête une possible céphalée secondaire. Il n'y a pas besoin de faire un EEG. Et il n'y a pas besoin non plus pour l'aura visuelle, ni les douleurs, les vomissements ou les nausées, de faire une échographie abdominale, un bilan ophtalmo, un bilan orthoptique ou des radiographies du sinus ou du rachis cervical.
Quand je vois le patient en consultation, comme toujours en douleur, bien évidemment, il faut que j'évalue aussi le retentissement de la migraine sur la qualité de vie de mon patient. Pour la migraine, il existe des questionnaires spécifiques. Il y a le questionnaire MIDAS et le HIT6. Le MIDAS, c'est 5 questions et le HIT6, 6 questions qui évaluent justement la douleur, mais aussi l'absentisme et le retentissement en général de la migraine sur la vie du patient. Je demande toujours aux patients de faire un agenda des crises qui permet aussi de repérer les facteurs déclenchants des crises migraineuses. Donc ça va permettre de vraiment faciliter notre travail en consultation parce que sinon, souvent, c'est difficile pour les patients de se rappeler exactement des nombres de crises et la durée des crises et quels médicaments ils ont pris. Bien sûr, j'évalue aussi les comorbidités psychiatriques, notamment un syndrome anxieux-dépressif. Et là, on utilise aussi le questionnaire HAD, qui est aussi utilisé en douleur chronique. Donc, il n'est pas spécifique pour la migraine. Il permet déjà de dépister une anxiété, une dépression, même si on ne peut pas faire un diagnostic avec ce questionnaire. On cherche toujours un abus médicamenteux chez tout patient migraineux, puisque ça peut donner des céphalées par abus médicamenteux si le patient consomme beaucoup de traitements de crise. Et je cherche des facteurs de risque de chronisation, comme toujours aussi en douleur chronique. Les facteurs de risque de chronicisation pour la migraine sont le sexe féminin, un faible statut socio-économique, la fréquence des crises. Bien sûr, si j'ai plus de crises, j'ai beaucoup de crises par mois, j'ai un risque plus élevé que la migraine devienne chronique. Je cherche une consommation de caféine parce que là aussi, ça peut majorer les crises si j'ai une consommation excessive, un abus médicamenteux, comme j'ai dit tout à l'heure, des nausées fréquentes et persistantes, une allodynie du cuir chevelu et aussi des dépressions, des événements de vie stressantes. Autres douleurs, qui sont toujours aussi un facteur de risque pour une chronicisation, des troubles de sommeil, et aussi, ce qui est un peu moins connu, c'est des facteurs de risque cardiovasculaires, pas des facteurs de risque, mais des maladies cardiovasculaires et des maladies pulmonaires. Ce sont des facteurs de risque de chronisation. Et maintenant, une fois que j'ai posé les diagnostics de migraine, que j'ai évalué le retentissement de la migraine sur la qualité de vie de mon patient, je propose une stratégie thérapeutique sur mesure, donc individualisée à mon patient. C'est-à-dire c'est un traitement de crise optimisé. Je propose aussi un traitement de fond pour les patients qui en ont besoin. On va voir qui a besoin d'un traitement de fond. Ce n'est pas tous les patients. J'essaye de modifier des facteurs de risque modifiables de la chronisation de la migraine, par exemple bien traiter une hypertension artérielle, de faire attention à une hygiène de sommeil, et aussi j'essaie d'améliorer l'hygiène de vie un peu en général, de bien boire aux patients, d'avoir pas de manque de sommeil, mais pas non plus d'excès de sommeil qui peut aussi déclencher des crises. Ça, c'est moins connu, mais une grasse matinée assez prolongée peut aussi donner des crises de migraine. Parfois, il y a certains aliments qui peuvent aussi déclencher des crises. Et je conseille à mon patient d'avoir une activité physique régulière, ce qui va aussi permettre de diminuer la fréquence des crises migraineuses. D'abord, je vais parler un peu des traitements de crise de la migraine pour ensuite aborder les traitements de fond. Et bien sûr aussi, on va voir quel patient doit bénéficier d'un traitement de fond. Concernant le traitement de crise de la migraine, il existe des traitements non spécifiques et des traitements spécifiques. Les traitements non spécifiques sont les anti-inflammatoires, notamment l'ibuprofène et la kétoprophène, le paracétamol et l'aspirine, ou en cas de nausée ou vomissement associé, l'aspirine avec du méthoclopramide. Concernant les traitements spécifiques, il s'agit des triptans. C'est des agonistes sélectifs des récepteurs de la sérotonine qui empêchent la libération
des neuropeptides comme la CGRP qui sont impliqués dans la physiopathologie de la migraine et qui ont en effet vasoconstricteurs. Il y a 7 triptans qui ont l'AMM en France. Les contre-indications sont des antécédents cardiovasculaires, comme par exemple un infarctus du myocarde ou un AVC. Il faut éviter les opioïdes seuls ou en association, comme par exemple le tramadol, codéine, mais aussi la poudre d'opium, parce que parfois on prescrit la maline en cas de crise de migraine, parce qu'il y a la caféine dedans. Mais en fait, ça c'est à éviter parce que ça majore le risque d'abus médicamenteux. Là, j'ai pris ça des recommandations officielles de la Société française d'études des migraines et céphalées, justement en détail avec la dose, les traitements non spécifiques, et sur la deuxième diapo, les triptans, les traitements spécifiques de la migraine, avec aussi le dosage. Donc ça, je vous laisse regarder ça en détail. Donc la présentation, après, elle est enregistrée, donc pour ceux qui... Ça intéresse, mais après, vous trouvez bien évidemment aussi les articles de la Société française d'études de migraine et céphalée en ligne. Comment prendre le traitement de crise de migraine? Ça, c'est très, très important parce que si le traitement n'est pas bien pris, il peut être inefficace alors qu'il aurait pu être tout à fait efficace. Donc, il faut le prendre dès le début de la céphalée avec une posologie efficace et galénique adaptée. Par exemple, un patient qui vomit, peut-être il ne peut pas prendre un comprimé, donc du coup, je dois lui proposer un triptan par voie nasale et parfois aussi augmenter les doses si c'est nécessaire. La consommation ne devrait pas dépasser 8 jours par mois, sinon j'ai un risque élevé des céphalées par abus médicamenteux. Ce qui est nouveau, ça c'est nouveau depuis les recommandations de 2021, c'est que je prescris d'emblée un traitement de crise par INS et triptan. Parce qu'avant, parfois, c'était d'abord seul un INS ou un triptan, et là, c'est d'emblée. On va voir aussi comment dans les prochains diapos. Si le patient a des nausées ou des vomissements, je vais vous prescrire du métoclopramide. Alors, il faut dire, pour dire qu'un traitement de crise est efficace, il faut qu'il agisse dans les 2 heures qui suivent la prise du traitement et qu'il n'y ait pas de récidive de crise de migraine dans les 24 heures. Alors, la stratégie thérapeutique pour le traitement de crise, si le patient a une crise de migraine plutôt faible avec une céphalée peu intense, il prend d'abord un anti-inflammatoire, comme l'ibuprofène ou kétoprofène par exemple, et si jamais ce n'est pas suffisant, il peut prendre au bout d'1 heure un triptan. Si la crise de migraine est plutôt modérée à sévère, il prend d'emblée un triptan et en cas de réponse insuffisante, il rajoute au bout d'1 heure l'anti-inflammatoire. Alors, il faut savoir que les patients savent très bien faire la différence entre des crises de migraine qui sont des petites crises de migraine ou des grosses crises de migraine. Souvent, ils parlent un peu comme ça, donc ça leur parle, parce que parfois, on a l'impression d'être, mais comment ils peuvent faire la différence? Mais tous mes patients que je suis en consultation, ils ont un mélange de petites crises et des grandes crises. Donc, ça leur parle. En général, on n'a même pas besoin de beaucoup expliquer ça. C'est naturel. Si j'ai une migraine avec aura, il est conseillé de prendre l'INS dès le début de l'aura, parce que c'est comme ça qu'il est le plus efficace, et le triptan dès le début de la céphalée. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas encore un traitement spécifique de l'aura migraineuse. Ça n'existe pas. Alors que les triptans, ils ont quand même une efficacité aussi sur les symptômes digestifs pendant la crise migraineuse, donc pour les nausées, vomissements par exemple. Donc, on optimise le traitement de crise. On a déjà dit qu'il faut traiter aussitôt que possible, parce que si le patient attend 1 heure, 2 heures, parce qu'il dit peut-être ça passe encore, à ce moment-là, le triptan parfois n'est pas efficace alors qu'il aurait pu l'être. Si il ne répond pas à mon anti-inflammatoire ou à mon triptan, si possible, je peux augmenter la dose. Il y a différents dosages pour un même triptan ou un anti-inflammatoire. Et si la prise seule d'un anti-inflammatoire ou d'un triptan n'est pas suffisant, je peux aussi proposer une prise simultanée d'anti-inflammatoire
et de triptan aux patients. Et très important, il faut changer d'anti-inflammatoire ou de triptan en cas de réponse insuffisante. Je vois très souvent des patients en consultation qui m'ont dit non, les triptans chez moi, ça ne marche pas, j'en ai déjà essayé un, ça n'a pas marché. Et parfois aussi, c'est la même chose pour les anti-inflammatoires. Alors qu'on sait très bien qu'un patient peut répondre à un triptan et pas à un autre. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'un triptan n'a pas marché, qu'un autre triptan ne marche pas. Donc, il faut proposer plusieurs triptans et plusieurs anti-inflammatoires à un patient. Donc, les recommandations disent qu'il faut au moins proposer 2 triptans et chaque triptan d'avoir essayé pendant 3 crises pour vraiment dire que ce triptan ne marche pas. Concernant le traitement de fond, quand est-ce que je dois débuter un traitement de fond? Je dois débuter un traitement de fond si le patient prend un traitement de crise que 8 jours par mois, et ça, même en cas d'efficacité. Donc, même si le patient nous dit « oui, ça marche très bien », si ça dépasse les 8 jours par mois, le patient est éligible à un traitement de fond. Je propose également un traitement de fond à mon patient s'il a une migraine sévère selon les critères français, c'est-à-dire que c'est une migraine qui a un retentissement très négatif sur la qualité de vie du patient. Je vous ai mis en bas les critères d'une migraine sévère, la définition d'une migraine sévère selon les critères français. Donc, c'est une migraine plus de 8 jours par mois ou alors une migraine moins de 8 jours par mois, mais avec au moins un IT6 supérieur à 60. Le IT6, comme je dis, c'est le questionnaire spécifique de la migraine sur l'impact de la migraine sur la qualité de vie, ou un arrêt total des activités à plus que la moitié des crises. Ça rejoint aussi un peu ce critère D, donc un score IT supérieur à 60. Ça, c'est une indication à instaurer un traitement de fond. Et s'il a des critères invalidants malgré l'optimisation du traitement de crise. Il faut toujours expliquer à nos patients les objectifs du traitement de fond parce que s'il n'a pas compris les objectifs ou s'il n'est pas au courant, il risque d'être déçu alors que les objectifs sont objectivement atteints. C'est-à-dire qu'il faut expliquer déjà aux patients que même avec un traitement de fond, il est possible qu'il souffre encore des crises migraineuses. Donc, ce n'est pas un traitement qui supprime à 100% les crises. L'objectif est une réduction de crise de 50% dans la migraine épisodique et de 30% dans la migraine chronique. L'efficacité du traitement de fond ne se juge pas au bout de quelques jours ou quelques semaines, c'est lors du 3e mois. Donc, il faut se donner aussi du temps. Évidemment, le traitement de fond vise donc non seulement à réduire la fréquence des crises, mais aussi l'améliorer la qualité de vie. Ça, c'est un peu l'objectif général des patients souffrant de douleurs chroniques. Et l'échec du traitement de fond peut soit être lié à une inefficacité du traitement ou parfois aussi une mauvaise tolérance parce qu'ils ne sont pas toujours bien tolérés. Donc, quel traitement de fond est-ce que je peux proposer à mon patient migraineux? Il faut savoir que la migraine épisodique et la migraine chronique ne se traitent pas de la même manière. Ce sont pas les mêmes molécules qui sont recommandées en première intention pour la migraine épisodique que pour la migraine chronique. Et on fait la différence entre des traitements de fond oraux et les traitements de fond injectables. D'abord, si on va aborder les traitements de fond oraux dans la migraine épisodique, c'est-à-dire que c'est une migraine où j'ai moins de 15 jours par mois de céphalée. Les traitements qui sont fortement recommandés par la Société française d'études des migraines et céphalées sont l'amitriptyline, donc c'est un antidépresseur tricyclique, c'est le Laroxyl, des bêta-bloquants comme le propanolol, le métoprolol, le candesartan qui est un antihypertenseur, ou des antiépileptiques comme le topiramate et le valproate. Et là, attention aux femmes enceintes. Comme ça, la migraine touche une population jeune, et ces médicaments-là ne peuvent pas être prescrits chez les femmes enceintes. Dans la migraine épisodique,
Il y a des traitements de deuxième et troisième intention qui sont aussi souvent prescrits en France, d'autres bêta-bloquants, mais aussi la flunarizine, ça c'est le sibelium, mais il ne peut pas être prescrit plus que 6 mois d'affilée. Et il y a aussi l'oxétorone, qui est connu sous le nom de Nocertone, ou la pizotifène, qui est le Salmigrane. Et après, il y a encore d'autres antiépileptiques que vous voyez ici, comme la lamotrigine et le lévétiracétam, et la venlafaxine, qui est un antidépresseur, c'est un IRSN. En pratique, je propose en première intention, en absence de contre-indication à mon patient, le propanolol et le métoprolol parce qu'ils ont une balance bénéfice-risque qui est très, très bonne. En général, c'est des médicaments qui sont plutôt bien tolérés. Et en cas de contre-indication au bêta-bloquant ou si le bêta-bloquant a été inefficace, je propose en fonction du terrain de mon patient, de l'amitriptyline, du candesartan ou du topiramate. Dans la migraine chronique, on voit ici que ce ne sont pas les mêmes molécules qui sont recommandées en première intention. Donc là, c'est vraiment le topiramate qui a un niveau de preuve très élevé, qui est recommandé en première intention. Et en deuxième intention, l'amitriptyline et le valproate. Et en troisième intention, les bêta-bloquants comme le propanolol, le candesartan, la flunarizine ou des antiépileptiques comme le lévétiracétam. En pratique, pour la migraine chronique, première intention, c'est le topiramate. Mais malheureusement, même s'il a une bonne efficacité, il n'est pas toujours très bien toléré non plus. Donc parfois, ça peut aussi nous empêcher à le laisser en cours pendant longtemps ou parfois même de le mettre en place. Et en cas de contre-indication, le choix de molécules repose sur le terrain, la comorbidité du patient. Et aussi important, dans la migraine chronique, si j'ai un abus médicamenteux qui est assez fréquent dans la migraine chronique, parce que le patient, par définition, il a plus de 15 jours de céphalée par mois, souvent il a tendance à consommer plus de 8 jours par mois des traitements de crise. Il faut qu'on propose un sevrage, et là, c'est recommandé de le faire en ambulatoire pour casser ce cercle vicieux qui fait que je prends un traitement de crise, mais ensuite j'ai à nouveau une crise de migraine ou une céphalée de tension. Il y a aussi des traitements de fond injectables, parce que là, on a parlé des traitements de fond oraux. Donc, il y a notamment la toxine botulique et les anti-CGRP ou anti-récepteurs du CGRP, donc les anticorps monoclonaux. La toxine botulique, elle a l'AMM en France depuis l'année dernière. Elle a un niveau de preuve élevé et recommandé dans la migraine chronique, pas dans la migraine épisodique, mais dans la forme chronique. La toxine botulique est recommandée après échec d'au moins 2 traitements de fond oraux, dont un, le topiramate, s'il n'y avait pas de contre-indication au topiramate. La toxine botulique bloque donc du coup la transmission de la libération de neuropeptides qui sont impliqués dans la physiopathologie de la migraine, comme notamment aussi la CGRP, mais aussi d'autres neuropeptides inflammatoires. Et après, il y a les anti-CGRP ou anti-récepteurs du CGRP, les anticorps monoclonaux. Malheureusement, même s'ils montrent un niveau de preuve élevé et que sont recommandés dans la migraine épisodique et chronique, donc ils ont l'AMM, ils ne sont pas remboursés en France. Et c'est un traitement qui coûte cher, c'est entre 200 et 300 euros par mois. C'est une injection succutanée toutes les 4 semaines, donc par mois, et avec un prix mensuel de 200 à 300 euros par mois. Donc, c'est très peu de patients qui peuvent bénéficier de ce traitement en France, alors qu'il a une bonne efficacité et une bonne tolérance. Les contre-indications pour les anti-CGRP sont les mêmes que pour les triptans, donc les antécédents de maladies cardiovasculaires et la grossesse.
C'est vrai que pendant cette présentation, on a parlé beaucoup de traitements médicamenteux et on ne va pas aborder en détail les traitements non médicamenteux de la migraine, mais il faut savoir qu'ils sont aussi importants que les traitements médicamenteux. Donc, il faut toujours l'association des deux, comme en douleur chronique. Ce qui est très important, c'est d'expliquer l'importance aux patients d'une activité physique régulière, avec surtout les exercices aérobiques, donc un exercice qui fait monter un peu la fréquence cardiaque, sans bien sûr pour autant faire trop, parce que si je fais trop d'efforts, ça peut aussi déclencher des crises. De toute façon, c'est pas bien. Mais là, au moins une fois par semaine, voire 2 à 3 fois cette activité physique. La mélatonine, la coenzyme Q10, la riboflavine a aussi montre une certaine efficacité dans la migraine épisodique. Après, il y a aussi la neuromodulation, la TENS, qui a fait sa preuve dans le cadre de la migraine épisodique. Il y a l'acupuncture, les techniques de relaxation, notamment l'hypnose, le biofeedback, la thérapie cognitive et comportementale, donc la TCC, et en effet, la phytothérapie, elle n'a pas montré, il n'y a pas de preuve d'efficacité. Ça aussi, c'est les recommandations de la Société française d'études de la migraine et des céphalées.